On vous a promis une soirée, en fait c'est presque un cours d'art avec d'éminents spécialistes qui sont non pas des spécialistes en matière de, oui aussi de communication, mais le débat doit être recentré dans cette exposition sur le propos de l'art et de savoir, de poser des questions à des gens qui sont des spécialistes, non pas de m'apporter de l'eau à mon moulin et d'être laudatif par rapport à moi, mais de s'exprimer pour savoir si ce qui est ici sur les murs, est-ce qu'on pourrait fermer la fenêtre, ce serait gentil, relève de l'art, relève de la politique, quelle est la responsabilité de l'artiste, jusqu'où il peut aller, et à partir de quel moment peut-être bascule-t-il de l'autre côté pour apparaître comme un militant. Alors, j'ai invité, pour s'exprimer autre que moi, des spécialistes que j'ai vus dans la salle, c'est Norbert Hiller qui est à l'université et qui en quelque sorte, je suis très heureux, qui a pris, moi je suis à la retraite, qui a pris ma suite à l'université. Il y a aussi Liliane Tiberi, je ne les vois pas, mais ils ne doivent pas être loin, ils ne se sont pas sauvés quand même. Oui. Oui, tu peux demander aux gens qui descendent, merci. Voilà. Alors, je pense qu'on va peut-être pas utiliser le micro, parce qu'il paraît que pour l'enregistrement, voilà. Alors, je voudrais vous commencer simplement pour centrer le débat par vous lire, c'est très court, deux courts textes de quelqu'un qui a eu un rôle intellectuel très important à Nice, c'est Pierre Essani. Je pense qu'il est présent parmi nous et il a joué un rôle important aussi à travers, comme vous le savez, le mouvement des nouveaux réalistes, c'est-à-dire à une époque où il se passait quelque chose à Nice. Alors, Pierre Essani écrit, et il écrit ça en 1974, c'est le propos de l'art, et c'est le propos de la responsabilité de l'artiste. Le travail de Fred Forrest est exemplaire parce qu'il est expérimental, mais aussi profondément humain. Il préfigure le plein emploi et le plein usage de la fonction sociale de l'art. Toutes ces actions sont des animations, c'est-à-dire des opérations de catalyse tendant à libérer les réflexes et les pulsions spontanées de l'auto-expressivité individuelle. Notre civilisation occidentale est basée sur une structure répressive de l'information. Ce n'est un secret pour personne, mais il est plus facile de philosopher sur l'information que de nettoyer les écuries d'Augias. Les mass médias, à travers le raffinement de leur organisation et leur extension proliférante, ont accentué la passivité du public vis-à-vis de l'information, passivité dans la réception du message, conformisme inhibant, prétexte à toutes les paresses mentales lorsqu'il s'agit de l'émission du message. L'animateur qu'est Fred Forrest cherche précisément à inverser la vapeur dans un domaine où l'anarchie des moyens rencontre la plus redoutable inertie des fins. Voilà ce qu'écrivait à mon sujet Pierre Essani en 1974 dans la revue Coloquates, et nous avons reçu un email de Mario Costa, qui est aussi un spécialiste de l'art, qui est à l'origine de la création du mouvement de l'esthétique de la communication. Un mouvement, je pense, qui est tout à fait ignoré dans les enseignements de la Villa-Arson, alors qu'il a une audience internationale. Et que me dit Mario Costa dans un mail qui datait d'hier? Mon cher Fred, nous savons que dans la recherche esthétique, ce qui compte, ce sont les idées, les formes, les dispositifs, et que le contenu est seulement un prétexte. Mais le pouvoir de droite ou de gauche, de l'Église ou de la politique, d'hier ou d'aujourd'hui, s'en fiche bien de la recherche et a pour seul but de voir si les contenus font son jeu ou pas. Platon, à qui lui disait qu'on pouvait seulement voir le cheval et non pas la chevalinité, répondait qu'il n'avait pas Dieu pour la voir. L'histoire des arts est pleine de censure, de défiance, de procès, d'exclusion.
et même un art sans contenu a pu être jugé art dégénéré. Ce qui arrive normalement de tout cela, le pouvoir se ridiculise et l'artiste gagne un surplus de notoriété. Pour ce cadeau, nous le remercions doublement. Alors, je demande à mes amis, Norbert Hiller, Liliane Tiberi que j'ai vu, il y a aussi peut-être, que je ne connais pas physiquement, Carole Hugo-Talon, et à Yannick Geoffroy de venir. Et voyez-vous, on ne va pas embêter le public par des discours interminables, mais c'est intéressant, vous qui êtes des spécialistes de la communication de l'art, de vous positionner par rapport à ce propos. Yannick Geoffroy est à côté, puisqu'il est à côté de moi. Donc, il a une voix de stentor, donc il n'a pas besoin de micro. Et Norbert Hiller également. Voilà. Alors, à toi la parole, mon cher directeur d'ACL, où j'ai celui aussi. Alors, peut-être la première chose. Non. Non. Non, il n'y a pas besoin de micro. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il se trouve qu'il y a un département qui s'est développé à l'université de Nice et un département qui a essayé de grandir à un moment donné, simplement parce que la communication jouait un rôle de plus en plus important, les moyens de communication aussi, mais nous avions décidé dès le départ de baptiser ce département Art, Communication, Langage. Ce que je voudrais dire très simplement ce soir, c'est que si l'art a pu vraiment se faire sa place, c'est parce qu'un jour, il y a eu la rencontre avec Fred, et cette rencontre a été décisive. Elle a été décisive dans la mesure où, d'un côté, je me suis fait indiscutablement les plus beaux ennemis, et de l'autre, ça nous a permis petit à petit de faire des découvertes, de créer des enseignements, de mettre en œuvre des actions. Et cela a permis à l'art, dans ce département, de se faire une place, parfois avec fracas, parfois avec des désirs de vengeance, ou même parfois d'extermination. Mais l'art s'est fait sa place. Et cette place, celui qui l'a creusée, c'est Fred. Et ça, je tiens à le dire. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, c'est un universitaire, il avait envie qu'il y ait de l'art dans ses formations, donc il a trouvé Fred, et puis voilà. Non, pas et puis voilà. Ça ne s'arrête pas là, dans la mesure où, petit à petit, nous avons pu recruter des enseignants, recruter des professionnels, c'est-à-dire des artistes, qui ont petit à petit étendu certaines résonances de l'art à Nice. Et vous savez que c'est le genre d'écho que Nice a des difficultés à entendre, je le dis tel quel, et peut-être d'autant plus de difficultés que ces échos venaient de l'université. L'université est une institution à laquelle, a priori, on ne crée pas. Ce que nous avons essayé de faire avec Fred, ce que nous faisons aujourd'hui avec Norbert Hiller, c'est que l'université soit créatrice et à défaut, et c'est déjà beaucoup, créative. Voilà, je tiens à remercier Fred. Alors, tu n'as pas répondu à notre question. Non. Bien, très rapidement, est-ce que tu estimes, mais je ne voudrais pas induire ta réponse, est-ce que l'art est seulement une activité qui vise à une certaine forme de divertissement, de décoration, de frisson visuel, ou est-ce que le propos du grand art n'est pas aussi celui de conscientiser, d'éveiller, d'aider à
à la création d'un espace de dialogue et de communication? Et finalement, est-ce que les artistes n'ont pas aussi un rôle à jouer comme acteur social et non pas seulement comme fou du roi? C'est schématique. La question. Alors, c'est schématique. La question est inacceptable. Alors, moi, je fais non, une vas-y, alors. Allez. Vas-y. Je peux? Oui, Mais bien sûr, je peux dire que l'espace. la question n'est pas. C'est pas dans ces termes-là, Fred, qu'on peut la poser. Alors, je vais essayer de dire deux ou trois choses. Non, pose-la dans les termes, il faut la poser. Non. Ah non, Je dirais. Non, mais je voudrais. Tu contestes la question. Je conteste la Et pertinence de la donc- question. Alors, je vais Oui. la poser autrement. Est-ce qu'il n'est pas vrai, plutôt, de poser la question de la manière dont je voudrais la poser, de dire que le grand art est celui qui trouve son sens, sa légitimité, son fondement, sa vocation, sa force, sa puissance, tout ce qu'on voudra, dans un rapport, j'ai envie de dire tendu, compliqué, avec le politique. Toujours. Mais ce rapport, et ça l'histoire du XXe siècle l'a hélas bien montré, quand ce rapport se veut un rapport, je dirais, d'accomplissement de ce processus de conscientisation dont tu parles. Quand l'art se veut militant, on voit bien à quelles impasses il se trouve renvoyé. On l'a vu avec le surréalisme avec Aragon, on l'a vu avec le réalisme socialiste, on l'a vu chaque fois qu'un pouvoir a réussi à mettre la main sur des artistes pour les contester, pour contester ce pouvoir ou pour l'encenser, ces artistes sont trouvés instrumentalisés. C'est tout le drame des rapports entre art et politique du XXe siècle. Mais réciproquement, si l'art est enfermé dans sa belle forme autoréférentielle, coupé du monde, du social, etc., ça ne marche pas non plus. Donc le grand problème aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis venu te défendre, je le dis en même temps que je réponds, c'est de déplacer, de reposer les questions après les leçons de l'histoire qui sont les nôtres au XXe siècle, au XXIe siècle commençant, mais en essayant, si je puis dire, d'enrichir la question. L'art n'est jamais seulement du côté du divertissement, jamais non plus simplement du côté du militantisme. L'art est toujours ce déplacement même de la manière de poser les questions. Et moi, je vais te dire ce que j'apprécie beaucoup dans ton exposition, Fred. C'est une exposition qui utilise les moyens technologiques les plus contemporains et les plus orientés vers le futur, et qui est en même temps un travail profondément nostalgique. Si je veux dire ce que j'aime dans ton travail, ici, là, qu'on voit, ce sont des textes qui renvoient à moi une image de contestation d'un pouvoir en place. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est secondaire par rapport à la manière dont tu fais un travail, je dirais, de mnémosis, de mémoire, et tu nous renvoies, tu nous donnes à vivre au présent une ville dont on voit bien que tu l'as aimée. Voilà ce que j'aime. Donc si tu veux sans t'en rendre compte, peut-être que tu déplaces la question, toi-même tu la poses mieux dans tes œuvres que tu ne la poses maintenant. Voilà, je m'arrête. Alors, je te répondrai demain dans le journal Le Monde. Nous attendons d'un instant à l'autre la présence de Frère Benoît. Ah oui, je vais dire un mot là-dessus. Voilà, et donc j'espère que le petit train reviendra jusqu'ici, bien que son circuit ait tourné. Je veux dire un mot là. Moi, je suis venu ici défendre Fred parce que je pense que le monde roule sur des malentendus et que c'est très bien ainsi. La politique d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est pour une bonne part faite de consensus mou et de finalement d'une pseudo-harmonie dont on voit bien qu'elle cache des violences plus ou moins rentrées, plus ou moins explicites dans la société. Et ce que j'aime dans l'œuvre de Fred Forest, c'est qu'elle est aussi une œuvre de dissensus, qu'elle produit du débat, elle provoque du dialogue, etc. Cela dit, il faut distinguer entre le nécessaire dialogue que ton œuvre ouvre, et qu'elle ouvre vraiment, avec les manières qu'ont les médias. Alors c'est là qu'il y a un paradoxe que je voudrais souligner quand même. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle fait appel, comme je viens de le dire, aux médias, après je m'arrêterai, aux médias les plus actuels, les plus innovants, etc., qui rendent possible un débat enrichi, et non pas écourté et condensé en petites phrases assassines ou politiciennes. Or, ce qui ressort, et c'est un paradoxe de ce travail, de ce processus, là je parle plutôt en spécialiste de la communication de tout ça, c'est que finalement, c'est une réappropriation à bas prix et je dirais en dessous de la ceinture par des médias qui attaquent de manière complètement, alors je dirais non pas polémique ou dissensuelle, mais réductrice, des gens qui font par ailleurs un travail. Parce que ce que tu dis sur la ville témoigne de l'amour de la ville. Dans cette ville, il y a des rapports de force, il y a des contradictions, il y a des débats. Le tramway, d'accord, c'est un tramway nommé Désir, mais il y a quand même eu, alors là, pour parler de manière très politique, un type comme François Barré, qui a été mandaté par la ville pour venir produire tout un accompagnement artistique. Non mais attends, Fred, tout ça, la ville c'est un type de contradiction. On ne connaît pas François Barré. François Barré a été président oui, de voilà, Pompidou. François Barré a été directeur d'architecture et François Barré a été l'employé de François Pinault. Voilà, oui.
Voilà, oui, Barré est cet homme-là qui a en même temps une grande compétence, je pense, une grande capacité artistique. Je pense que c'est une bonne chose pour une ville comme Nice, qui se débat dans les contradictions entre Spada, etc. Tout ça, ça dispute, et Tonnerre participe de ce processus-là. Et moi, si tu veux, là où je le dis très sincèrement, je viens ici défendre Fred Forest, et je viens en même temps défendre ici Frère Benoît, y compris dans les contradictions qui les opposent, mais contre une certaine réduction du débat qui pourrait avoir lieu. Et je le dis en même temps, parce que je me fais un peu, d'une certaine manière, je dirais, l'interlocuteur de Benoît de ce point de vue-là. Il appelle de ses voeux, comme toi je l'espère, et comme moi, comme Yannick aussi, et je pense beaucoup de gens ici, un débat serein sur les problèmes posés par cette question-là. Voilà, ce n'est pas là ce soir qu'on va voir tout ça. Un débat serein à l'université, on peut l'organiser où vous voulez. Alors, je ne la vois plus, mais il y avait aussi Liliane Tiberi, qui était là il y a quelques instants, qui m'a connu et fréquenté en même temps que Pierre Restani. Elle est quand même pas partie, elle est quand même cachée derrière. Non, mais bon. Bref, parce qu'elle, c'était aussi un témoin. Donc, il y a peut-être aussi dans la salle Ah, là, voilà. Alors, Liliane Tiberi est une figure niçoise. Vous la connaissez, elle écrit dans la Tribune, mais aussi elle a eu l'avantage de connaître très bien l'art, d'avoir très bien connu Pierre Restani et de m'avoir connu en même temps que Pierre Restani. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? J'aurais pas grand-chose à dire sur le débat. Je suivrai une grande partie de ce que vous avez exprimé, puisque je l'ai moi-même souligné à Fred, bien évidemment, du fait qu'il crée volontairement et sans ingénuité excessive un débat et une agitation du microcosme. Il sait très bien que le jeu, ça n'est pas la première fois que Fred Forest crée des débats. Je pense qu'il s'est exprimé sur des problèmes infiniment, il s'est engagé sur des problèmes infiniment plus graves que le tram à Nice. Il a osé des engagements qui n'étaient pas dans l'air du temps, à d'autres périodes où on peut parler de militantisme, non pas dans le sens politicard, je dirais, du terme, mais bien dans le sens d'une morale de l'action. Et donc il n'est pas ingénu quand il vient ici et quand il agite le sujet. Ça serait une façon de le voir assez absurde. Mais évidemment, il est parfaitement conscient d'un phénomène qui, comme vous l'avez souligné, se produit à peu près à chacune de ses interventions quand il y a une polémique. C'est évidemment que les médias, en l'occurrence la presse, va réduire et va prendre le propos, comme une partie d'ailleurs, je pense, même du public qui peut être là aujourd'hui, comme une action, c'est l'exposition anti-Péra. Je ne suis pas sûr du tout que Fred Forest ait fait une exposition anti-Péra. Et j'aime beaucoup ce que vous avez souligné, sa nostalgie, son infinie tendresse. Il y aurait énormément de choses à dire dessus. Donc, bon, j'en dirai pas beaucoup plus, je dirais simplement qu'effectivement, ayant collaboré avec Pierre Restani pendant les 12 dernières années de sa vie, de façon constante, j'ai en particulier assisté donc aux réunions qu'il a pu avoir avec Fred Forest, avec de très longues discussions. Pierre, qui était quelqu'un de totalement débordé, appelé dans le monde entier, est probablement l'un des 3-4 critiques mondiaux qui ont marqué les 50 dernières années. Pierre a tenu à se déplacer, par exemple, à venir aux expositions de Fred ici, a profondément regretté que Nice n'ait pas pris la mesure de la présence de Fred Forest à Nice. Il l'a dit clairement, il l'a écrit tout aussi nettement. Il a pensé que Nice avait véritablement raté
une occasion, alors qu'il était prêt, lui, à s'engager donc dans cet axe et d'engager son autorité sur cet axe. Tu te rappelles un certain nombre de choses. Quand il n'a pas pu être physiquement présent, certaines fois, il a été présent au téléphone, à la télévision. Donc, à chaque fois, il l'a marqué, ce qui, évidemment, replace clairement quelle est l'importance de l'action de Fred Forrest et de quelle façon remarquable l'université a su s'engager dans une aventure qui n'était nullement gagnée d'avance. Alors, merci. C'est tout ce que je veux. Simplement, je suis un peu gêné parce que, une fois de plus, ça revient sur moi. Mais ce sont des amis que ça. Ah, Alors, ce qui m'intéresserait, mais très rapidement, si vous voulez bien, ça serait que vous évoquiez un petit peu, chacun de votre point de vue, quelle peut être la fonction de l'art. Bien sûr, ça demanderait... non, alors... Écoute-moi. Non, ce serait intéressant. En revanche, Non, mais c'est un débat qu'on peut avoir. Mais je voudrais dire juste une chose. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que c'est simplement le frémissement et ainsi de suite. Écoute-moi. Moi, je dis des choses très très simples. Il n'y a pas de frémissement sans dérangement. Une peau qui frémit, c'est une peau qui bouge. Et là. Deuxième chose, il n'y a pas de véritable frémissement sans effraction. Tu as toujours, depuis que je te connais, et avant que je te connaisse, tu as toujours eu cette démarche un peu qui te place dans un mouvement d'effraction. On peut parler de récupération des médias, et sans doute, à des fins politiques, et sans doute. Mais à partir du moment où on s'intéresse au visage d'une ville, à son architecture, à ses manières de vivre, on touche là à quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'exposition qui est là, les débats qu'elle soulève, en fait, et c'est là où Norbert a raison de dire qu'il y a quelque chose de la nostalgie qui travaille là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu travailles sur des blessures de mémoire. Tu travailles sur des blessures de mémoire. Et si l'on est honnête, il ne s'agit pas d'attendre l'origine tel maire ou tel autre. La question n'est pas là. La question est que Nice a grandi comme elle a pu, hein, et qu'au fur et à mesure de ses croissances et de ses extravagances, c'est une ville qui a laissé couler, laissé s'échapper, peut-être certains diront, quelque chose qui aujourd'hui nous touche. Donc, ce sont des blessures de mémoire. Les images qui sont là, qui nous interpellent, s'il y a des réactions, c'est qu'il y a ces blessures-là. Et peut-être que les médias n'ont pas vraiment compris ça. C'est que c'est ça la véritable question. Et à partir du moment où on est incapable de travailler avec ce qui est de l'ordre, je ne dirais pas de la nostalgie, mais parfois, en tous les cas du souvenir, il est bien évident que l'effraction dans le présent est d'autant plus violente. Voilà ce que je dirais en te complétant, parce que là tu as vraiment tendu une perche, et que pour de multiples raisons, je pense que effectivement ce que tu dis fait très écho chez Fred, et qui a, je pense, construit une grande partie de sa carrière et de son travail sur ces blessures de mémoire, et je pense que justement cet élément est un axe constitutif de sa capacité, on va dire, d'empathie, sa capacité à entrer en relation avec les autres et à trouver justement à la fois ces failles et ces éléments d'émotion qui soutiennent la communication. Et ce qui est tout à fait remarquable, justement, c'est que si Fred a pu construire toute une partie de son travail sur ces blessures,
Il l'a construit avec un optimisme remarquable, avec une projection constante dans l'avenir le plus lointain qu'il pouvait se donner, justement, avec les moyens de la communication les plus modernes, avec un optimisme et une croyance dans l'avenir qui, à cet égard, là aussi, sont un positionnement exemplaire. Et je crois que ça aussi, ça se tend là-dedans. Si on regarde, il y a un propos, on va dire, qui est un propos critique, qui est un propos qui relève effectivement de ce que tu as souligné. Les images pètent de couleurs, sont emplies de dynamisme, ça bouge constamment. Et ça, c'est véritablement un élément qui est du Fred Forrest. Je vois que Norbert Oui, voulait dire quelque chose. je crois qu'on dit à peu près tous la même chose, on est tous d'accord. Moi, je crois qu'il y a deux, pour faire comme ça, deux incidentes de manière très, très rapide. Un premier problème qui se poserait, selon moi, quant à la question que pose des fonctions de l'art, ce serait de savoir si oui ou non, ce qu'on a pu appeler la fonction critique de l'art, des avant-gardes, de Malevich jusqu'aux années 60, etc., tout ce qu'on voudra, ce criticisme de l'art moderne puis contemporain est-il aujourd'hui en nécessité d'être reformulé, repensé? Moi, je le pense profondément. On ne peut pas refaire les mêmes recettes, on ne peut pas refaire la même chose en 2005 que ce qu'on faisait dans les années 60. En même temps, on est obligé, comme l'a dit très justement cette dame, de tenir compte des héritages des filiations. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de ne connaître Restani, quand même, je l'ai connu, mais que tardivement. Et je me souviens que ce à quoi Restani était attaché, il se trouve qu'on avait aussi parlé de toi, c'était cette continuité qui allait du nouveau réalisme, du futur, jusqu'à des œuvres de maintenant. Et donc, il y a la nécessité de raccorder, si tu veux, dans un moment ou une période qui veut le turnover, comme on dit, des artistes, l'obsolescence des produits, des services des êtres humains, il y a nécessité d'inscrire tout ça dans une continuité, dans une histoire, dans une filiation. Bon, voilà. Et puis alors ça rejoint un autre point, ça c'est sur le temps, j'ai envie de dire ça, sur la mémoire. Un deuxième aspect que je voudrais souligner, qui me paraît très important, et qui touche directement au politique, c'est qu'aujourd'hui, deux choses menacent l'art comme le politique. C'est d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler le solipsisme ou l'enfermement solipsiste des êtres politiques comme des artistes dans leur monde, et l'enfermement communautariste des sociétés comme des œuvres. Je crois que, si tu veux, ce que j'aime dans ton œuvre ici, je le dis très sincèrement, c'est que ce n'est pas à la communauté ou aux communautés qui sont ces agrégats, finalement, sans fondement politique que tu t'adresses, c'est à la cité et non pas à la communauté tout entière. Donc, essaie de penser, j'ai envie de dire, un nous, un être ensemble, un vivre ensemble, à la fois qui ne veut pas être celui de la fraternité et les échecs de la fraternité, du modèle de la fraternité, tels que les politiques du XXe siècle y ont conduit, y compris le communisme, mais qu'on appelle quand même à un vivre ensemble, j'ai envie de dire séparément ou autrement, que le mode communautariste dans lequel on voit bien que les démocraties sont en train de se fourvoyer. Et ne serait-ce que par le fait qu'on appelle une forme nouvelle à inventer de la cité à partir d'un fondement même un peu nostalgique, je pense qu'il faut soutenir ton travail. Voilà. Alors, ce que je voudrais, et je pense que tu ne seras pas indifférent à ça, souligner, ça n'a pas été évoqué, c'est quand même que notre environnement pour les citoyens et pour l'artiste change. Et tu n'es pas étranger toi-même, par l'intérêt que tu as porté au développement des nouvelles technologies et aux mutations qu'elles peuvent amener dans la relation avec l'autre, par exemple, dans la relation à distance. Et que, par conséquent, on ne peut pas répéter les avant-gardes, mais on doit réinventer dans un autre contexte, avec d'autres outils, des formes d'interrogation et de symbolique dont l'espèce humaine, comme elle est encore conformée, parce qu'on n'est pas encore des avatars nous-mêmes, a le besoin. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, Et que ces outils-là sont des outils qui changent les formes. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. Non. Alors, Voilà. simplement, si tu veux, je dirais, il y a quand même un point que je voudrais souligner aussi qui me paraît important, Oui. qui est un peu un point pas négatif, mais il faut, à mon avis, éviter d'opposer, puisque tu en parles, un art technologique, un art numérique, à un art contemporain, etc. À mon avis, il faut critiquer, il faut continuer à rouler sur des malentendus, comme disait Baudelaire, mais il faut se méfier des restaurations au sens politique qui menacent. Et moi, je vois bien comment ce débat, il y a quelques années, sur l'art contemporain est nul, etc., a desservi quand même la cause de tout le monde, en fait, d'une certaine manière.
Je pense qu'on peut critiquer l'art, on doit critiquer l'art, c'est très bien, on doit construire du dissensus, mais il faut se méfier des retours de bâton qui vont ensuite permettre aux vrais réactionnaires de mettre tout le monde dans la même sac, etc. Ça, il y a un danger quand même. Alors là, il y a un vrai danger. Je suis d'accord avec Voilà. toi, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ignorer le fonctionnement des institutions et des circuits de l'art qui sont finalement sur des modèles économiques d'une part du passé et d'autre part sur des réseaux que j'appelle moi esthético-mondains. Donc, et de savoir aujourd'hui, la question que je pose, comment sont créées les valeurs? Entre guillemets, eh bien, c'est, je simplifie à l'extrême, parce que les artistes sont là pour s'y opposer, mais c'est une sorte de marketing qui est dirigé par ceux qui ont le pouvoir économique. Qu'est-ce que tu dis? Mais que l'art soit malheureusement trempé dans une époque qui met l'économie au poste de commandement, c'est évident, si tu veux. Ce faisant, dans cette situation-là, il y a des discussions, il y a des débats, il y a des artistes qui résistent, il y en a qui ne résistent pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas résumer le fait que l'art soit pris dans un mode économique et dans une espèce de suprématie de tutelle ou d'hégémonie du marché. On ne peut pas réduire pour autant la totalité des phénomènes qui se produisent très complexes dans l'art contemporain à comme ça un modus vivendi, un modus economicus, quoi. Je pense pas. Je pense qu'il y a des contradictions, il y a des artistes comme Bodisco qui sont dans une... Tu vois, il y a tellement de choses. Moi, je me méfie des schématismes et des réductionnismes. On Voilà. signale qu'il n'y a plus de 2 minutes d'enregistrement. On conclura, après on continuera comme ça la conversation. Et bien moi, j'attends simplement, et j'appelle de mes voeux, qu'il y ait des artistes résistants. Et je les attends à Nice, parce que moi je passe, et c'est à eux de prendre leur devenir en main. Voilà. Ta frère Benoît comme artiste résistant. Oui, mais il n'est pas tellement résistant parce qu'il n'est même pas présent. Alors il y a un artiste qui est là. Est-ce que je peux prendre un mot parce que je suis un artiste? Oui. Je peux te dire? Bien sûr. Stop, on va stopper, stop. Non, Coupez, non, coupez. on stop.